Je vous remercie de me donner la parole. Je vous remercie surtout d'avoir dressé ce contexte, effectivement, de voir un petit peu sur quel sujet nous allons intervenir. Plus largement, je remercie les organisateurs de cette manifestation et de leur invitation, spécialement Madame Clotilde Noué, avec qui j'ai déjà pu échanger un petit peu sur ces sujets. Alors, j'exprime juste un regret, c'est évidemment celui de la distance, mais d'où la visioconférence, mais les contraintes sont bien connues maintenant, et elles sont renforcées depuis peu. Bon, acceptons donc cet encadrement de notre condition de sujet de droit. Je pense qu'il est... Alors, je pense que souvent, effectivement, je vous remercie de la présentation parce que souvent on présente mes écrits de façon un peu caricaturale et j'ai bien aimé votre mot d'équilibre. Et c'est ce que je vais essayer de retracer dans ce que je vais vous présenter là. Alors, j'ai vu votre démarche, donc j'ai essayé d'emprunter un peu à tout. Peut-être pas suffisamment pour tout, mais les questions seront là éventuellement. Je pense que une des premières choses qui fait l'incompréhension, c'est souvent le point de vue duquel on parle. Donc, on va essayer d'échanger à ce sujet. Mais en guise de point de départ, il faut que je fasse un avertissement pour votre public, que je fais à mes étudiants en général. Il est bon de s'entendre sur une donnée qui me paraît essentielle. L'époque dans laquelle nous vivons tolère beaucoup en général. Mais vraiment pas que la loi nous blesse par les mots MOTS. C'est vrai que les mots peuvent blesser et que dans la mesure du possible, il faut éviter de heurter autrui. Cependant, parfois, les mots, souvent même, et ça devrait être le cas toujours, désignent une réalité qui est intangible. Et choisir un autre mot pour nier cette réalité, à mon sens, n'a pas de sens. Et dans mon opinion, et vous avez justement rappelé une étape de mon parcours universitaire, une thèse sur la maladie, effectivement, qui remonte au XXe siècle, donc ça fait quelques années. Il faut savoir, je pense, utiliser le rire, alors non pas pour se moquer gratuitement et bêtement, ce n'est pas la question, mais pour appréhender, à mon sens, sainement les situations, y compris celles qui sont douloureuses. Et c'est pour ça que je pense que c'est une matière où il faut du sang-froid et de la compassion. Donc c'est peut-être une matière très technique en droit, mais qui est teintée d'un grand humanisme. Bon. Alors, j'implore par avance votre indulgence si, évidemment, à l'occasion, la traduction de ma pensée, qui est souvent assez directe, pouvait, par certains mots, déranger telle ou telle personne. L'essentiel, je pense, c'est quand même de faire face aux mots au sens MAUX, bien évidemment, qui nous occupe tous ici. Alors, c'est une intervention au sein d'un cycle de séminaires qui est relatif à la capacité et à la vulnérabilité, s'agissant d'un projet de recherche, si j'ai bien compris, dont l'acronyme évoque l'accès au droit, projet ANR, Access Droit. Plus exactement, alors avec des pluriels entre parenthèses, capacité et vulnérabilité du sujet de droit. Alors, selon l'approche qu'on privilégie, alors vous avez évoqué certains juristes qui sont venus vous voir déjà, je vais essayer de pas trop, enfin, j'espère ne pas trop piétiner, nombre de choses peuvent être évidemment évoquées sous cet intitulé, vous en avez brossé à grands traits certains aspects. Alors, la perspective, ça reste quand même de confronter la capacité juridique du sujet de droit à la critique émise par certains à partir de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, la fameuse CIDPH. Alors, modestement, je vais m'en tenir à mon domaine avec une thématique isolée qu'on vous a proposée. Je fais une précision d'emblée de méthode. J'avais une préférence pour les échanges informels, même si je sais que le format habituel est une conférence de l'intervenant suivie de questions. Et pour conserver cet esprit et donc laisser place à la discussion que nous aurons derrière, j'ai opté pour une présentation qui pourra paraître un peu décousu, surtout pour un juriste, adepte du plan binaire, et assez sommaire. Le but, pour moi, est de lancer la conversation, évidemment, pour aller sur le terrain de vos préoccupations, en ayant rappelé, j'allais dire, des points de droit, en essayant, bien évidemment, de ne pas entrer trop dans la technique, pour dire les choses simplement.
Je rappelle le libellé du sujet que nous avons arrêté pour ce séminaire, donc vulnérabilité, aptitude, protection et sécurité juridique. Ça fait beaucoup de mots. Vous aurez remarqué le pluriel, le S de juridique spécialement. Il va vous révéler différentes choses, ce pluriel. D'abord, implicitement, mon champ borné de compétences, même si j'essaye toujours de garder l'esprit ouvert. Je ne suis ni philosophe, ni sociologue, ni historien, mais juriste, donc professeur de droit privé, comme ça vous a été rappelé, avec gentiment l'existence de mon site pour une présentation plus complexe et évidemment les travaux que je peux publier. Ensuite, le champ de mon intervention visant la protection juridique et la sécurité juridique. La protection juridique regroupe en fait l'ensemble des mesures de protection du majeur. Alors, les mesures qu'on connaît habituellement dans le grand public, les mesures judiciaires. Alors, classiquement, on retrouve la curatelle, la tutelle ou la sauvegarde de justice qui est apparue, elle, dans les années 60, 1968. Les mesures conventionnelles, les mandats de protection future, parce qu'il n'y a pas un mandat de protection future, il y a plusieurs figures, qui lui est apparu avec la loi du 5 mars 2007, qui est d'autres matrices aujourd'hui, celle portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Et enfin, des mesures qu'on qualifie d'hybrides, parce qu'on ne peut pas tout à fait les rattacher aux unes, même s'il y a des points communs, ni tout à fait aux autres, même s'il y a des inspirations. C'est les fameuses, là aussi il faut utiliser le pluriel, habilitations familiales, qui ont été créées fin 2015, puis sont entrées en vigueur en 2016 et qui ont été modifiées en 2019. Bon. Voilà pour la protection juridique. La sécurité juridique, elle est susceptible d'être appréhendée de différentes manières. Alors, je n'aurai pas la prétention de les énumérer exhaustivement, même si j'avais à en parler pendant 2h30. Cherchons plutôt à approcher du coup la question par une évocation. Le rapprochement des termes peut déjà paraître paradoxal. Donc, il est attendu de la fonction du droit que la sécurité soit offerte. C'est le revers de la sécurité, à savoir l'insécurité contre lequel il faut lutter du mieux possible. L'idée, qui est assez générale, c'est de pouvoir compter sur une relative stabilité des règles et situations juridiques qui sont créées à partir de ces règles, qui n'est en rien, soyons très clairs, synonyme d'immobilisme. L'évolution raisonnée est toujours possible, et même, je pourrais dire, assez fréquente. L'objectif est de préserver les citoyens sujets de droit contre des effets secondaires du droit qui seraient négatifs. Autrement dit, ces sujets doivent pouvoir anticiper et réguler leur comportement dans la vie sociale que régit le droit. Sous cet aspect, on peut retrouver des choses à éviter, comme par exemple la prolifération des textes, leur incohérence, leur complexité, leur instabilité et leur imprévisibilité. Attention, le droit, contrairement à une idée parfois reçue, notamment par nos parlementaires, n'est pas que la loi au sens du texte. Le droit, il s'applique, il vit, et il a des sources qui sont multiples, dont la jurisprudence, qui est forgée par les juridictions dont nous parlions avant de commencer cette conférence. Plus spécifiquement, dans les rapports entre les individus, les sujets de droit, on espère le respect d'un certain cadre, afin finalement d'éviter de déjouer à l'excès des prévisions. Il faut également pouvoir compter sur le comportement qui doit être normalement suivi par les destinataires de la règle. Et il faut connaître les conséquences qui sont produites et les suites possibles de transgression de la règle. La règle de droit, vous le voyez, doit avoir une texture à laquelle il faut se fier, à laquelle on peut se fier raisonnablement. Sa souplesse est possible, mais ça ne doit pas aboutir à l'incertitude, à l'aléatoire. Par exemple, dans un contrat, le partenaire co-contractant, il a des attentes légitimes qu'il ne faut pas décevoir par un droit à appliquer ou un droit appliqué qui serait trop instable et trop imprévisible, voire parfois inadapté et même injuste. Le droit, cette considération de sécurité juridique rappelée, n'est pas à l'abri des influences.
des revendications, et je dirais même des modes. Ne cachons pas qu'il est le produit d'une culture qui est en lien avec l'histoire et la langue, et de la lutte de différentes contraintes et intérêts. Il est même parfois, ce droit, communication politique, strictement communication politique. Pour autant, les phénomènes d'acculturation ne sont pas choses rares, y compris dans notre domaine de la protection des majeurs. Quand on a voté il y a plusieurs années le mandat de protection future, on s'inspirait ouvertement du Québec, par exemple. Le droit doit pourtant essayer de garantir un système équilibré et cohérent pour son efficacité, toujours perfectible. Une des difficultés contemporaines est de percevoir un système de régulation sociale qui est un système juridique sous l'angle un peu trop exclusif des droits de l'individu, des droits du sujet de droit, disposant de droits subjectifs. En droit, la personne est le masque de l'être biologique, de chair et d'esprit, cet être biologique, au travers duquel s'exprime l'individu sur la scène du droit. La personne humaine a la qualité de sujet de droit, devenant personne juridique. Pourquoi ce mouvement orienté vers le sujet de droit et derrière lui l'être pris dans son individualité irréductible, créancier de nombreux droits? Alors, on peut se perdre à en rechercher les raisons ou les causes, probablement multiples. Un des facteurs, à mon sens, à mon humble sens, réside assurément dans le développement de l'individualisme au sein de nos sociétés dites développées, souvent doublée de la philosophie des droits de l'homme. Elle peut avoir des vertus, mais aussi de sérieuses limites. La reconnaissance des prérogatives de l'individu prime peut-être parfois à l'excès sur le nécessaire ordre collectif. L'arbitrage entre des prérogatives qui s'opposent oblige à trancher, donc à la hiérarchie que l'on ne peut pas toujours ignorer. Sans plonger dans le travers d'une espèce, comment pourrait-on qualifier ça, d'holisme absolu, il me semble qu'il faut trouver un point d'équilibre entre le respect des personnes et de leurs droits et liberté aussi, d'un côté, et finalement l'organisation collective de l'autre. Et on insistera sur leur interdépendance. Les droits dépendent de cette organisation collective et inversement. Par exemple, le droit connaît ce qu'on appelle l'ordre public pour dicter certaines choses et ne pas forcément satisfaire toutes les volontés, les sentiments, les désirs, les envies des uns et des autres. Seraient-ils aptes à défendre leurs propres intérêts? Pourquoi craindre l'insécurité juridique? Le discours ambiant est à la démarche dite inclusive, à saluer sur certains aspects, mais je dirais sans aveuglement quant aux possibles excès. Il faut ainsi englober telle personne dans un ensemble. Toutefois, certains voudraient que l'ensemble se modifie radicalement lui-même pour mieux correspondre à celui qu'il y a lieu d'accueillir. Avertissement, attention à l'effet de rejet. La recherche de l'idéal est une quête, ou tout du moins un guide, ne le nions pas. Mais gardons-nous de l'ambition que je qualifierais de démesurée, de démiurge même, de vouloir changer la nature de l'homme pour la plier à une idéologie. Certains régimes totalitaires s'y sont essayés avec le succès que l'on connaît. Tenons-nous à un fait très clair. Tenons compte du fait que la perfection n'est pas de ce monde et qu'il faut jouer avec nos nombreuses imperfections et défauts comme avec nos qualités. Gageons que les bons sentiments ne font pas nécessairement le bon droit et qu'ils ne suffisent pas toujours à bâtir un système cohérent. Ils peuvent même se retourner, ces bons sentiments, contre l'objectif initialement visé. Pour prendre une image volontairement caricaturale, voulue parlante, parlons du réflexe de la foule face aux lépreux ou aux pestiférés. On pourrait désigner cela par le syndrome du rejet ou le syndrome de l'élimination. Si face à une situation, les tiers éprouvent une défiance,
une appréhension, ils vont plutôt chercher à ne pas y être confrontés. Envisageons les tiers dont je parle comme les personnes ordinaires, pour ne pas dire, entre guillemets, normales, hein, sans citer Canguilhem sur ces sujets-là. Même s'il n'y a aucun jugement de valeur dans cette dernière expression, de hiérarchie quelconque entre les personnes. Il s'agit de sujets de droit représentant à la fois la majorité des gens, il y a un aspect quantitatif dans la population globale, et les compétences minimales requises, un autre aspect plus qualitatif du sujet de droit. Elles sont ordinaires. Pourquoi les appelle-t-on ordinaires? Ce n'est pas un jugement de valeur. Lorsqu'on les compare à celles qui sont vulnérables. Je crois que c'est André Comte-Sponville qui vient de sortir un livre à partir du sport où il fait cette comparaison entre l'aristocratie et la démocratie, si j'en ai lu le bon résumé, qui montre la conception de l'égalité derrière cela. Donc c'est une comparaison des individus dans des systèmes de valeurs. Pour ce qui nous intéresse, en droit, sujet de droit, il suffit d'une intelligence élémentaire, d'une conscience de base, de la raison éclairée par une lucidité certaine. Nul besoin d'un quotient intellectuel supérieur ou d'une éducation élevée dans nos sociétés. Quittons l'exigence censitaire, j'allais dire, du projecteur éblouissant pour nous contenter d'une ampoule basse consommation. Une ampoule basse consommation, mais allumée. Allumée, ça, le droit s'en contente. Ces tiers sont susceptibles d'entrer en relation diverses, notamment juridiques, avec des personnes vulnérables, dont certaines seront ce qu'on appelle des majeurs protégés. Si ce contact est susceptible de générer des risques à leur détriment, les tiers peuvent préférer opter pour le contournement, l'évitement et même la fuite, je dirais. Inversement, s'ils peuvent exercer une influence abusive à leur profit, contraire aux intérêts de la personne vulnérable, certains vont être particulièrement attirés par leur proie. La moralité est loin d'être un frein toujours efficace pour tous, il faut le savoir. Dès lors, si le dispositif qui est mis en place s'avère présenter de trop grands inconvénients pour les tiers, ceux-ci peuvent se détourner des personnes vulnérables. En définitive, il faut avoir à l'esprit que les droits, des prérogatives, des libertés, fondamentaux ou pas, peu importe, qui sont accordés à une personne vulnérable, doivent se mouvoir dans un ensemble. L'être humain est un être social et le sujet de droit ne vit pas de façon isolée de ses congénères. Il est en relation. Il ne faut pas se polariser excessivement sur les droits de l'un en occultant trop ceux des autres. Sur ce terrain, l'ordre de la loi, même ferme, même répété, est souvent vain quant à sa réalisation pratique. Sans se résigner systématiquement face aux faits, il faut savoir reconnaître leurs forces. En bref, à vouloir promouvoir théoriquement une autonomie débridée de tous, le risque est de constater en fait un résultat, sinon toujours opposé, du moins fort décevant. L'autonomie, c'est cette faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d'agir librement dans l'indépendance. Encore faut-il disposer réellement de cette possibilité. Le désir d'autonomie ne saurait se traduire mécaniquement par le droit à l'autonomie. C'est un droit si. Et cette autonomie doit pouvoir être assumée. Je prends un apocryphe de Bossuet. Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. Pensons-y dans ce domaine aussi. Le terme aptitude apparaît aussi dans les termes du séminaire, non celui directement de capacité juridique. Alors, c'est une thématique, vulnérabilité et aptitude, qui a été rappelée pour les journées québécoises de l'association Henri Capitan en 2018. Alors, l'association Henri Capitan, c'est effectivement la culture juridique française à l'international. Alors, pas forcément des gens qui sont de langue française, mais qui ont l'inspiration du système juridique. Donc, des juristes de différents pays ont pu échanger à ce propos. Évidemment, l'article 12 était au programme, dont votre serviteur, puisque j'étais personnellement le rapporteur français à ce sujet. Alors, un mot d'explication
aptitude, avec le lien avec la capacité juridique. La capacité juridique ne se confond pas avec le consentement en droit. Les deux notions sont des conditions de validité des actes juridiques. D'accord ? On distingue la protection qu'on appelle occasionnelle ou inorganisée, c'est celle qui regarde vers le passé tel ou tel acte que la personne aurait pu passer, du majeur donc, et celle qui est dite organisée ou permanente, ou désormais on l'appelle protection juridique. Elle regarde vers l'avenir, elle fait une photographie, elle essaye de se projeter de la façon dont on va s'occuper d'une personne. Toute personne humaine, et là on retrouve déjà un débat sur l'article 12, serait-elle vulnérable ou handicapée, y compris sous régime de protection des majeurs, j'insiste, dispose incontestablement de la personnalité juridique. Celle-ci, dans une certaine mesure, pardon, il y a un écho, dans une certaine mesure, cette personnalité juridique est une construction. En bref, il s'agit de l'aptitude à être sujet de droit, à être une personne juridique. Elle est reconnue de plein droit et sans distinction à tous les êtres humains qui sont les personnes physiques en droit, personnes juridiques physiques. Sous certaines conditions, il en va même pour des personnes dites morales. Alors, pas parce qu'elles ont un sens supérieur de la moralité, mais parce que c'est la façon de désigner chez nous juristes une association ou une société à qui on va donner des droits, en quelque sorte. Bien. Par exemple, certains en discutent même, on parlait de prospective, pour l'animal, cet être sensible, voire même, il y a même eu des communications de l'Europe là-dessus, sur l'intelligence artificielle. Faut-il leur reconnaître la personnalité juridique ? Bien. Grâce à la personnalité juridique, l'individu dispose par principe de la capacité juridique. J'ai la personnalité juridique, j'ai la capacité juridique. L'incapacité de jouissance se distingue de l'incapacité d'exercice. L'individu, en général, a les deux. Puisque je vous ai dit que quand on est être humain, on a la personnalité juridique, on a la capacité juridique. Quelles sont les définitions qui sont admises en général de l'une et de l'autre de ces incapacités ? L'individu, on dit qu'il est frappé d'une incapacité de jouissance lorsqu'il est déclaré inapte à acquérir et à posséder des droits, c'est-à-dire à en être titulaire. Tu n'y as pas droit, pour dire les choses simplement. Donc on est face à une interdiction sans remède, car personne ne peut agir à la place de l'incapable. Bien. Celui qui est frappé d'une telle incapacité de jouissance subit conséquemment, vous le comprenez, une incapacité d'exercice. Je ne peux pas exercer quelque chose auquel je n'ai pas droit. Mais les incapacités de jouissance sont rares. Elles sont partielles de surcroît. Sinon, c'est la personnalité juridique elle-même qui serait en cause. En ce sens, l'incapacité de jouissance, on dit qu'elle n'est pas générale, mais qu'elle est spéciale. C'est-à-dire qu'elle est limitée à un type d'acte que je ne peux pas faire. D'accord ? Et depuis, dans notre droit, qu'on a supprimé ce qu'on appelait la mort civile, qui accompagnait notamment, c'était une sanction qui accompagnait certaines personnes qui avaient commis des infractions, je fais simple, a disparu une incapacité de jouissance qui ne saurait être générale, mais toujours présente un caractère spécial. Attention, et là je donne un avertissement parce qu'il y a un abus de langage, y compris chez certains de mes collègues juristes. Mes chers collègues juristes. Ce n'est pas parce que la personne est titulaire d'un droit et qu'elle a des difficultés concrètes à l'exercer que pour autant, strictement, elle subit une incapacité de jouissance. Non. Là, si on dit qu'il y a incapacité de jouissance dans ce cas-là, c'est un abus de langage. C'est simplement une facilité qui essaye de donner une image grossière, mais qu'il faut bien comprendre. La personne est bien titulaire de droit, mais elle est simplement face à un obstacle de fait dans la mise en œuvre de sa capacité d'exercice. Certes, parfois insurmontable, mais c'est vrai que dans nos sociétés, on admet difficilement la fatalité. Il peut y avoir capacité de jouissance sans capacité d'exercice. On peut jouir d'un droit sans être capable de l'exercer. L'incapacité d'exercice frappe l'individu en raison de sa faiblesse, de sa fragilité, qui le rend simplement inapte à mettre en œuvre ou à exercer seul les droits dont il est pourtant titulaire. Ces personnes ne peuvent pas toujours faire valoir leurs droits par elles-mêmes, toutes seules. Les droits seront ainsi exercés à l'occasion par quelqu'un d'autre,
qui les représentent en agissant en leur nom et pour leur compte, selon la formule juridique bien consacrée, ou qui les assistent en complétant leurs capacités. Agir pour quelqu'un d'autre, c'est la technique de la représentation à l'intérieur de laquelle, par exemple, on glisse le mandat ou la procuration que les uns et les autres connaissent bien, même en étant aptes. D'accord ? Alors, un courant de pensée défend différentes notions comme le soutien, l'aide, l'accompagnement, sans pour autant prendre la peine toujours, pourtant qui est primordial pour la sécurité juridique, de leur donner une rigoureuse définition juridique, comme c'est le cas pour la représentation ou pour l'assistance au sens technique en droit. Elles ont une définition très rigoureuse. Selon l'article 8 du Code civil, que personne ne lit jamais, tout Français jouira des droits civils. La philosophie de cet article, que vous voyez dans notre Code civil, Code Napoléon, si on le fait cette année, la philosophie est celle de la liberté et de l'égalité civile. Pas de l'égalitarisme, de la liberté et de l'égalité civile. Nous sommes tous égaux en droit. D'aucuns moins que d'autres en fait. Et là, Feu Coluche pourrait nous en parler. C'est un constat qui est assez neutre, qui n'a pas de valeur hiérarchique. La personne juridique est titulaire de droits et d'obligations, jouant un rôle dans l'activité juridique sur la scène du droit. La situation se traduit par un principe, la capacité est la règle, l'incapacité, l'exception. Il est évoqué à ce propos le principe de l'interprétation stricte de l'incapacité, qui ne saurait donc déborder de son champ. Elle vaut pour ce champ-là et pas ailleurs. Quelques textes. Selon l'article 1145 du Code civil, dans sa rédaction qui date de 2016, j'insiste sur le fait qu'elle date de 2016, vous allez voir que parfois le législateur oublie qu'il a réglementé des choses ailleurs. Toute personne physique, et donc là on vise, vous voyez qui, peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. L'article 1146 du même code évoque les mineurs pour traiter ceux qui sont incapables de contracter dans la mesure justement qui est définie par la loi. Et il évoque aussi les majeurs protégés au sens de l'article 425. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire ceux subissant une altération de leurs facultés personnelles. Alors, bien évidemment, il faut respecter un processus afin de placer sous protection juridique une personne vulnérable, majeure, adulte. D'accord ? Sur le terrain de la preuve, le fait que la capacité juridique soit la règle a pour conséquence que nul n'est tenu de prouver sa capacité juridique. D'accord ? Selon l'article 414 du Code civil, la majorité, et ça c'est une règle qu'on connaît même si on n'a pas fait de droit, y compris quand on est enfant, la majorité est fixée à 18 ans accomplis. À cet âge, chacun est capable, vous entendez le mot, d'exercer les droits dont il a la jouissance. Sous-entendu, il y a des droits dont on peut ne pas avoir la jouissance, tout en étant capable par ailleurs. Après la minorité, un jeune majeur qui vient de franchir le cap de 18 ans a incontestablement, dans cette nuit-là, la pleine capacité juridique. De la même façon, le droit peut anticiper cette capacité juridique en émancipant un mineur à partir de 16 ans. C'est moins le cas aujourd'hui parce que l'âge de la majorité a été descendu à 18 ans en 1974. Il en va de même pour un vieux majeur, si j'ose dire. Alors, dans le vocabulaire consacré aujourd'hui, un aîné, substantivé. Donc. En principe, jusqu'à sa mort, comme le permis de conduire. Il en va ainsi, même si certains, en doctrine, peuvent évoquer ce qu'on appelle un statut de la vieillesse. Alors, pour faire chic, on dit en général un statut de la seniorité. C'est plus chic. Passer un certain seuil d'âge. Alors là, ça varie. Il y en a qui le mettent à 75 ans, d'autres à 80, d'autres à 85. Ça varie. Alors, personnellement, j'y suis opposé avec vigueur. Alors, peut-être me direz-vous que c'est la perspective du quinquagénaire en instance de vieillissement, mais bon, n'est pas vieux qui veut, mais j'y suis opposé pour des raisons plus fondamentales. Dans mon opinion, un tel statut résultant automatiquement du seul franchissement d'un cap chiffré serait discriminatoire. D'accord ? Songez à Victor Hugo. Chez nous, il y a un auteur très célèbre qui s'appelle Jean Carbonnier, à qui le droit dont on parle doit beaucoup.
que j'ai vu faire une conférence à 94 ans. Il aurait apprécié très certainement d'être placé sous un statut. Bien. En parallèle, certains évoquent, et ça a été évoqué tout à l'heure, notamment avec un des derniers écrits que j'ai produits, certains évoquent la zone grise, zone dans laquelle la personne capable en droit, il n'y a pas de doute là-dessus, elle est capable en droit, aurait un consentement fluctuant en raison de son âge et ou d'ailleurs de son état de santé. Alors, c'est quelque chose qui est évoqué en doctrine, qu'a évoqué les 8 et 10 octobre dernier le 116e congrès des notaires de France qui a eu lieu à Paris, qui avait pour thématique la protection et qui, en gros, suggère quand on a un doute, la personne est bien capable en droit, mais on a un doute sur son aptitude, sur son consentement à être exprimé, à prendre un certificat médical de précaution. J'ai donné une appréciation particulièrement critique dans mon dernier écrit à ce sujet-là, en termes notamment de sécurité juridique. Bien. Les risques de remise en cause des actes sont relevés. On risque de mettre en cause des actes. Alors, il faut s'efforcer d'entendre une volonté réelle, comprenons-nous bien, même si son expression est difficile. Et parfois, pour certaines personnes, l'expression est difficile. La bienveillance s'arrête quand la volonté manifestée n'est qu'une coquille vide. Une coquille vide. En droit positif, dont il faut souhaiter d'ailleurs le maintien sous cet aspect, tant la vieillesse est fort diverse en réalité. Il n'y a aucun automatisme conduisant à un traitement différencié de la personne âgée, pour le seul motif d'un franchissement de seuil d'âge. On évoquait tout à l'heure le Conseil constitutionnel, finalement, indirectement, il a rappelé cela le 12 mars dernier. Il en va pareillement pour une personne handicapée, du seul fait de son handicap. Toutefois, il existe des personnes qui ont un besoin de protection, malgré leur majorité. Vérité d'évidence, il est des personnes moins compétentes que d'autres, moins aptes, moins capables, voire incapables. Eh bien, il y a des dispositions qui sont spécifiquement prévues pour cette situation de fait, au départ, qui ensuite va être appréhendée par le droit. La faiblesse est envisagée en dehors et au sein de la protection juridique, tant par le consentement, donc là on est en dehors de la protection juridique, en tout cas en partie, consentement qui est présumé efficace dès lors que l'on est capable en droit, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une aptitude de fait, ou encore qu'on appelle parfois en droit une capacité dite naturelle, d'accord, que par la capacité juridique, ce qu'on appelle aussi l'aptitude de droit, aptitude de fait, aptitude de droit. L'incapacité juridique ou de droit ou légale, je vous donne des équivalents de vocabulaire qui ne sont pas fixés forcément, mais qui désignent la même réalité, et la mesure de protection qui se traduit par une inaptitude juridique ou une inaptitude de droit. À partir d'une hypothèse déterminée, la loi offre un régime de protection organisé. Il existe une part d'artifice dans cette construction qui nécessite, soyons très clairs, de respecter scrupuleusement une procédure avec des garanties, notamment le contradictoire, et des recours qui sont ouverts. On s'inspire de la situation de fait, mais on la dépasse, même si parfois il peut y avoir une superposition, comme dans le cas, par exemple, d'un nouveau-né. Il est incapable en fait et en droit, le nouveau-né. La dissociation peut exister car la part d'artifice peut être plus ou moins importante. Sans même revenir à feu l'incapacité de la femme mariée, on va déclarer un adolescent incapable en droit, même s'il peut avoir une capacité naturelle par ailleurs, afin de ne pas s'éloigner du constat primitif qui déclenche la protection avec d'autres facteurs. J'insiste, il n'y a pas que l'altération des facultés qui déclenche la protection. La réforme de 2007 a généralisé la durée déterminée des mesures comme le principe de leur révision dans le temps. Et vous voyez que c'est pour coller au constat premier, pour qu'il n'y ait pas de distorsion trop grande. L'incapacité de fait, elle correspond à ce qu'on appelle en droit l'insanité d'esprit, ou autre vocabulaire qu'on emploie dans les textes, le trouble mental, ou au défaut ou à l'absence de consentement. Alors les termes sont équivalents pour traduire quoi en réalité? Une volonté défaillante au sens du droit,
une absence de discernement quand on est dans les règles de responsabilité civile, par exemple. D'accord ? Attention, ne confondons pas le consentement du droit et dans d'autres domaines, notamment dans le domaine médical. Parfois, on parle de l'assentiment de la personne, de l'adhésion de la personne. Non, non, non. On parle bien ici d'un consentement juridique, celui qui va conditionner la validité de certains actes, voire de certaines démarches. On tient compte, vous le voyez, de l'état psychologique réel de l'individu. Le très jeune enfant ou le fou complet est incapable d'avoir une conscience et une volonté efficace en droit. D'accord ? Une telle incapacité de fait peut produire des effets indépendamment de l'existence d'un régime de protection organisé. Elle peut en produire à l'intérieur, mais elle peut en produire à l'extérieur. On peut le rapprocher, ce cas de l'insanité d'esprit, d'une autre expression qui est parfois employée par les textes et qui empêche de faire certaines choses, qui est quand la personne est hors d'état d'exprimer un consentement, hors d'état de manifester sa volonté. Alors, le vocable incapacité n'a pas toujours bonne réputation, surtout depuis la loi du 5 mars 2007 ayant révisé la matière. Alors tout à l'heure, je vous citais la loi de 2016, c'est celle qui a réformé les contrats. Elle, pas de problème, elle utilise le mot encore. Donc le toilettage, il y a encore du boulot. Bon. C'est la raison pour laquelle on glisse vers un adoucissement. Par la langue employée, le législateur cherche à faire montre de psychologie, droit des majeurs protégés, des personnes vulnérables. En ce sens, on peut dire qu'il y a un droit de la personne vulnérable. Jean Carbonnier, si le fou était seul, qu'aurait-il besoin d'un droit ? Il est vrai qu'on ne s'apercevrait plus qu'il est fou. Alors, ce droit doit beaucoup à cet éminent auteur qui, par des enquêtes sociologiques notamment, avait réformé en 1968 ces règles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas nécessité de prévoir un droit pour le fou, entre guillemets, tout seul. Mais même Robinson Crusoe a eu son vendredi sur son île. Et ne l'oublions pas, le droit est fait par les hommes, au sens générique, pour les hommes. D'accord ? Et les relations entre eux également, l'ordonnancement de ces relations. Et on retrouve, vous le voyez, la sécurité juridique. Le domaine est celui des vulnérabilités. Alors, chacun peut mettre sous ce vocable nombre de choses. La crise de la Covid-19 nous a révélé que nous étions tous vulnérables. Achille était déjà, lui, au courant. Alors, c'est pour dire. Dans son rapport annuel de 2009, la Cour de cassation avait une vue très large, trop large peut-être, de la vulnérabilité, des vulnérabilités, des personnes vulnérables. Elle pouvait y inclure notamment l'étranger, l'emprunteur, le salarié. Alors, évidemment, c'était dans l'optique d'un rapport. Alors, nous serions embrassés aussi largement la notion de personne vulnérable, au risque même de perdre l'objet d'une étude, en quelque sorte. Et donc, on est obligé d'avoir une conception nécessairement restrictive de la population des personnes vulnérables à envisager, même si cette population est très hétérogène en elle-même. Strictement pour la protection juridique, les textes traitent plutôt des majeurs protégés que des personnes vulnérables, l'expression qui est employée. Mais la dernière expression, personne vulnérable, a fait florès, notamment en doctrine. On aime bien les mots en doctrine. Ou auprès des pouvoirs publics. C'est plus parlant, on trouve. Parfois des acteurs de terrain, voire même du grand public. Alors, le droit n'ignore pas la vulnérabilité, qui est une situation de fait. Vous avez dû voir certains débats récents en droit pénal sur les personnes qui sont vulnérables, soumises à des emprises, etc., etc. Mais le droit ne prend pas toujours la peine de définir avec précision, préférant identifier, voilà la démarche qu'il a dans la vulnérabilité souvent, des causes qui la génèrent, afin de proposer des règles. Voilà ce qui fait la vulnérabilité. Ici, nous prenons le parti d'une vulnérabilité qui n'est pas de source sociale, qui n'est pas de source économique, mais pathologique au sens large. Une altération de la santé, toujours au sens large, qui est susceptible de provoquer une vulnérabilité. Alors, elle peut être due à l'âge, à une maladie, une infirmité, comme disait la loi de 1968, à un handicap, une déficience physique, une déficience psychique. De façon plus ou moins prononcée, peuvent être vulnérables des vieillards, des infirmes, des invalides, des handicapés, des malades du corps, des patients, des usagers hospitalisés, sous réanimation, que sais-je. Au-delà, avec le très grand âge et ses naufrages.
on glisse vers la dépendance, avec le problème de la prise en charge et le choc financier évidemment à supporter. Néanmoins, en soi, ces faits ne sont que des facteurs sans conséquences automatiques, j'insiste. Pour intégrer la catégorie des majeurs protégés, encore faut-il une certaine altération de leurs facultés personnelles qui a des suites, des répercussions, des conséquences sur leur activité juridique. C'est pourquoi, à mon sens, l'expression de majeur vulnérable peut s'avérer trompeuse parce que excessivement lâche. Par facilité, il est possible toutefois d'utiliser par équivalent non technique l'expression de personnes vulnérables. Et la vulnérabilité, vous le voyez, est alors appréhendée par le biais des règles de la protection juridique. Attention, il faut clairement distinguer les mesures sociales qui existent et qui apportent, elles, une aide financière la plupart du temps à des personnes, en espérant même les éduquer. C'est le rêve, vous parliez du rêve tout à l'heure, de l'assisté qu'on veut rendre indépendant. Alors, on ne saurait offrir la protection juridique à une personne asociale, à une personne endettée, ayant des difficultés de gestion de ses ressources ou de ses allocations, mais sans véritable altération de ses facultés personnelles. Ça, c'est une dérive contre laquelle a voulu réagir la loi de 2007 et une dérive qu'il faut proscrire, notamment quand je vois qu'il faudrait privilégier les mesures sociales plutôt que les mesures de protection juridique. Elles ne sont pas dans le même champ, on ne parle pas de la même chose. C'est par la relation à autrui que la vulnérabilité qui expose le sujet qu'il a subi pourra être mieux saisie aussi. La vulnérabilité se révèle dans ses effets, dans les rapports à l'autre. L'étymologie de la vulnérabilité fait percevoir une personne qui peut être blessée, attaquée parce qu'elle se défend plus mal qu'une autre, du fait de sa sensibilité qu'il expose. C'est quelqu'un qui est faible, qui donne prise, qui est à la merci, à raison de sa réceptivité. Et vous voyez l'infinie réceptivité de ces personnes-là. Une personne vulnérable n'est pas systématiquement et automatiquement sous protection juridique. Dans les principes dits directeurs de la protection, celui de nécessité oblige à vérifier un besoin de protection, avéré, vraiment, pour offrir le bénéfice d'une mesure. Alors, j'aurais pu dire frapper quelqu'un par une mesure de protection. Mais le langage, à mon avis, traduit déjà une optique et une philosophie. Pour moi, c'est un bénéfice. Il faut parfois se résoudre à recourir à la protection juridique au regard de la situation individuelle de la personne. Néanmoins, une telle protection juridique n'est aucunement obligatoire, y compris quand la vulnérabilité constatée pourrait pourtant la justifier. La protection juridique est donc facultative. Il faut également suivre le principe dit de subsidiarité, qui oblige à rechercher un instrument autre permettant, autre que la protection juridique, permettant de façon équivalente, qui ne veut pas dire absolument identique, de parvenir du mieux possible, c'est ça la philosophie, à la protection de l'intéressé. Cet autre instrument aura priorité sur la mesure de protection. En général, c'est ça, la subsidiarité. On voit dans l'incapacité ou dans la mesure de protection juridique une diminution de la personnalité juridique. Alors, il s'agit, pour ne pas le cacher, d'une vue souvent critique des incapacités pour revendiquer la liberté de tous, l'autonomie de chacun à renforcer. Il faut bien comprendre cette diminution pour dissiper, à mon avis, le trouble. L'incapable n'est en rien une personne juridique inférieure. Mais, pour la protéger, comme le remède que l'on prescrit aux malades qui l'absorbent pour espérer un mieux-être, sinon la guérison, on lui fournit l'arme de l'incapacité, qui est un bouclier à géométrie variable et une béquille pour mieux vivre dans son activité juridique. Évidemment, cela suppose des atteintes plus ou moins grandes à sa liberté, comme le malade est parfois contraint à l'hospitalisation. Mais il n'est aucunement amputé de sa personnalité juridique. Soyons très clairs. C'est au contraire un traitement différencié pour permettre du mieux possible une remise à niveau parmi ses congénères. Autrement dit, d'une égalité qui serait
abstraite, on essaye de glisser vers la réalisation d'une égalité plus concrète. Cette compensation des faiblesses de l'être a essentiellement une visée protectrice qu'il ne faut pas occulter, et malheureusement qui est trop occultée dans le débat. L'incapacité est une faveur, n'en déplaise. Le but des incapacités de protection est à envisager comme une aide, et principalement de protéger le patrimoine et ou, vous voyez l'alternative, la personne de l'incapable. Dans les principes généraux de la protection, revenons à l'article 415 du Code civil, dans son alinéa 2. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Alors, on pourrait trouver, aujourd'hui la loi est bavarde, on pourrait trouver le rappel redondant, car finalement tout sujet de droit est concerné par le respect de ses droits, de ses libertés, de sa dignité. Cependant, quel est le but? Le but, c'est de souligner qu'il faut veiller particulièrement en ce domaine de la protection des majeurs à cela. Il faut avoir une attention à cela. Puis, le texte poursuit dans son alinéa 3 la disposition précise que la protection juridique a pour finalité, vous voyez à quoi elle tend, l'intérêt de la personne protégée. Point. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. L'autonomie est à promouvoir, donc. Et à mon avis, tant dans le domaine patrimonial qu'extra-patrimonial. Mais attention, sans garantie de résultat pour tous et tout le temps. C'est un objectif, non pas un carcan. Il faut que le majeur concerné soit vraiment apte à l'autonomie, à lui reconnaître alors, sinon c'est l'imposture. Il faut se méfier du diktat individualiste ici qui a pour valeur première la volonté de chacun et ses préférences, pour ne pas dire à l'occasion, ses caprices. Vous avez déjà essayé de faire manger des haricots verts à un enfant? Il préfère les frites, mais parfois il faut lui faire manger des haricots verts. Pour les majeurs protégés, on ne peut pas se dispenser d'opérer la vérification élémentaire de la pertinence de la volonté, même exprimée, parce qu'elle peut très bien juridiquement être, je l'ai dit tout à l'heure, une coquille vide. Il peut paraître fortement illusoire de promouvoir indifféremment l'autonomie dans la population hétérogène des majeurs, qui va du jeune handicapé, mental par exemple, au kakoshim. On pourrait même se demander ce que signifie l'autonomie, vraiment, pour un vieillard dans la dernière phase de la maladie d'Alzheimer, ou dans la personne qui est dans le coma, par exemple, pour prendre des exemples un peu rudes. Toutefois, et c'est là l'apport législatif français de 2007, si un grain d'autonomie peut malgré tout subsister, il ne faut pas s'en désintéresser, mais au contraire, le valoriser. L'effort est à entreprendre pour que l'incapable puisse vivre le plus possible sa personnalité, son projet de vie. Il y a là, de plus, des manifestations d'autonomie qui n'engagent pas à grand-chose. Il n'y a que peu de risques à encourir à laisser cette autonomie vivre. Mais par hypothèse, si l'autonomie est à géométrie variable, selon l'intéressé, elle reste à privilégier. Pour satisfaire ce but, pour chacun, il faut vraiment se rendre tout en bas de l'échelle, tant que le zéro absolu de l'autonomie n'est pas atteint de façon irréversible. Favorisons-la jusque-là. Une autorisation judiciaire peut permettre de vérifier l'aptitude du majeur protégé afin de lui laisser une plus grande marge d'initiative par une capacité juridique modulée. Cette voie permet de sécuriser l'acte juridique passé par le majeur protégé tout en maintenant la force protectrice de l'incapacité pour le surplus. C'est une marge d'initiative en matière patrimoniale, dans la sécurité juridique, c'est-à-dire une autonomie régulée parce que vérifiée. Dans le domaine de la personne, la loi du 5 mars 2007 a fait un choix différent selon la qualification de l'acte. Donc, on est hors patrimonial, d'accord ? Pour certains auteurs même, la volonté exprimée du majeur protégé est présumée efficace. Bon. Signalons tout de même qu'une absence de consentement qui serait démontrée peut ultérieurement remettre en cause un acte qui serait passé en ce domaine. Ou alors,
si on ne veut pas de ça, il faut gommer cette exigence élémentaire de notre droit. Il faut supprimer l'exigence du consentement. Je pense que compte tenu des débats que nous avons dans d'autres domaines, vous avez compris que c'est sensible. Bien. Là aussi, il faut donc rechercher la sécurité juridique afin de générer la confiance de tous. En ce domaine est privilégiée la capacité naturelle. C'est-à-dire que sous le manteau de la protection juridique, pour prendre une image, place est réservée au consentement, attention, s'il existe vraiment. Par exemple, pour des actes qu'on appelle strictement personnels, pour faire simple, ceux qui sont liés assez fortement à l'intimité de la personne. Seule la personne protégée peut les passer sans assistance, sans représentation. Pas d'organe protecteur ici. Certains actes strictement personnels peuvent avoir un régime particulier, un régime juridique particulier, comme par exemple, au préalable, le fait qu'on vous délivre une autorisation judiciaire pour pouvoir le passer. Je prends un exemple dans le domaine patrimonial, tiens, pour faire un contrepoint. Si vous voulez passer un testament alors que vous êtes en tutelle, le juge peut vous autoriser. Qu'est-ce qu'il va vérifier? Ce n'est pas le contenu de votre testament, que vous êtes apte à le faire en exprimant une volonté. Pour les actes simplement personnels, donc à l'opposé de ceux qui sont strictement personnels, la personne protégée prend seule la décision, les décisions qui sont relatives à sa personne dans la mesure, dit la loi, article 459, où son état le permet, ce qui suppose en fait que la décision de la personne personnelle soit éclairée. Donc, traduction, l'existence d'un consentement qui nécessite un minimum de lucidité. Toutefois, si tel n'est pas le cas, s'il ne peut pas y avoir ce minimum de lucidité, on n'abandonne pas la personne. Il faut la protéger. Et donc, on va avoir une mission de protection qui va être donnée à un organe protecteur qui assiste. Ça, c'est le deuxième temps. Si cette modalité est insuffisante, on pourra recourir à la représentation, c'est-à-dire de façon, vous le voyez, subsidiaire. D'abord la personne, ensuite l'assistance, après la représentation. À ce sujet, certains peuvent évoquer parfois la gradation ou tout du moins un principe d'autonomie graduée. Bien. Un exemple est attiré du droit des actes juridiques. L'article 1148 du Code civil, alors qui n'est pas issu de notre réforme de 2007, il faut aller voir de temps en temps ailleurs. Toute personne incapable, ou le vilain mot, de contracter peut néanmoins accomplir seule, elle est quand même jugée incapable, les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales. Pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales. Donc, la loi ou l'usage, des fois la loi permet même à une personne placée sous un régime de protection juridique d'agir elle-même. On vient de le voir avec le domaine de la personne. D'autres fois, c'est l'usage en dehors des textes, qui laisse une liberté d'action. Mais attention, à des conditions normales. Alors, à mon avis, on pourrait peut-être dégager une espèce de principe général qui vaudrait transdomaine, si j'ose dire, selon lequel le majeur est capable d'agir sous réserve de ne pas se nuire en le faisant. C'est une pure opinion que je vous donne là. Il demeure que le droit met en place des procédures à suivre lorsque la personne ne peut agir seule, par elle-même. Il faut les suivre. Il faut les suivre, procédure d'assistance, procédure de représentation, qui garantissent la sécurité juridique. La publicité des mesures permet de montrer le renversement de principes de capacité juridique, du moins la mise en place d'un régime protecteur. L'intérêt du majeur est à impérativement sauvegarder pour cette personne qui est souvent impuissante à le défendre correctement seule, elle-même. Et gardienne des libertés individuelles, selon l'article 66 de la Constitution de 1958, l'autorité judiciaire est garant. Et il y a de nombreuses illustrations, bien évidemment. Nombre de textes et de décisions montrent la prise en compte dans notre droit des sentiments du majeur ou de ses souhaits, à concilier bien évidemment avec la préservation indispensable de ses intérêts. Le rôle des autorités est de protéger les personnes faibles. Confronté à l'épreuve, même triste et à regret, ou même à contre-cœur, nul n'est dupe de l'affaiblissement d'un proche ou du besoin impérieux de le protéger du mieux possible, quitte parfois à entamer malheureusement la marge d'initiative habituelle de l'individu. Les incapacités elles-mêmes sont variables dans leur intensité. La sphère d'activité qui est couverte par le régime protecteur est plus ou moins étendue. Prenez l'image d'un camembert avec des tranches. Bien. Sont évoquées en doctrine et en pratique des mesures plus ou moins incapacitantes, nous dit-on.
au sens où elles atteignent plus ou moins la capacité juridique d'une personne. L'objectif est de les distinguer d'autres mesures, elles, moins contraignantes, ou tout du moins moins restrictives. Alors, pour moi, la présentation qui est faite, même en doctrine, par mes chers collègues, reste assez schématique, parce qu'en réalité, toute mesure peut avoir un certain impact sur la capacité juridique. En outre, même quand on maintient la capacité juridique dans un régime de protection, celle-ci est fragilisée. On pourra en discuter éventuellement tout à l'heure. D'autres instruments que les mesures de protection sont également susceptibles de dessaisir, au moins en partie, la personne et ses prérogatives. Je pense par exemple aux règles entre époux, les règles des régimes primaires ou des régimes matrimoniaux. La personne est complètement dessaisie. Alors là, pour le coup, il y a une mesure carrément substitutive, qui ne fait pas broncher quiconque d'ailleurs. Quel que soit le régime, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inaction totale n'est en rien imposée aux majeurs protégés. Il demeure que, même sous protection, un individu peut disposer parfois de ressources, ce qu'on appelle un intervalle lucide. Et donc, il faut autant que possible privilégier l'expression d'un consentement tout en garantissant la sécurité juridique. C'est pourquoi l'autonomie ne peut être que vécue, que concrète, si jamais elle existe. Elle ne saurait être un idéal affirmé, une autonomie abstraitement proclamée, sans vérification de terrain auprès de chacun. Que vaudrait l'autonomie de façade, pour prendre une image immobilière, si les fondations sont ruinées? Il faut se garder donc de dogmatisme pour être pragmatique. La beauté des principes n'a de valeur qu'à l'aune de leur mise en œuvre effective. Sinon, sous prétexte d'autonomie à consacrer, c'est un abandon des plus faibles que l'on organise avec hypocrisie en plus souvent, en espérant même parfois, au moins dans le fort de sa conscience, des économies budgétaires. Les régimes de protection juridique comprennent textuellement un double objectif de la protection de la personne et du patrimoine, ou des biens, si vous préférez, du majeur. Selon le cas, peut être mise en place une protection que j'appellerais entière ou partielle, quant à son champ, bien sûr. C'est l'alternative, donc, vous le voyez, ou le cumul, l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Avec le dénigrement systématique de l'incapacité, le risque est que par un effet boomerang, cela rejaillisse sur l'utilisation des régimes de protection juridique par ceux qui devraient y recourir et leurs familles, leurs proches. Il ne faut pas s'aborder la protection, bien évidemment, juridique, mais l'encourager lorsqu'elle devient vraiment nécessaire. C'est dans la mise en œuvre des incapacités qu'il faut se montrer fin psychologue, afin d'être à l'écoute attentive d'autrui, de saisir la variété des profils et de faire une place à l'individualisation au plus près de la protection. Autrement dit, du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter. C'est moins affaire de texte que de pratique et de mentalité, partant aussi de temps et de moyens, moyens humains, moyens matériels. Une précision me paraît importante. L'utilisation dévoyée d'un texte ne saurait être motif en soi pour le supprimer ou le changer. C'est plutôt à la racine qu'il faut s'attaquer et lutter contre la pratique condamnable. Un texte n'est pas intrinsèquement mauvais parce qu'il est mal appliqué. Lorsqu'un texte est identifié comme réellement inadapté, le vote d'une nouvelle disposition nécessite néanmoins que les destinataires de la règle se l'approprient. Et ce qui peut demander un certain délai avant des changements effectifs sur le terrain. Et je pense que c'est un peu le cas de la loi de 2007. Ça paraît vieux pour les gens de 2007, mais ce n'est pas si vieux pour l'intégrer. En outre, des textes apparemment différents peuvent avoir des suites pratiques comparables en fonction de leur interprétation et de leur application. Je prends juste un exemple. On nous a dit que la loi de 2007 permet dorénavant d'anticiper, de choisir son organe protecteur. Et donc le juge est tenu de respecter ce choix qu'a fait la personne. Sauf si c'est contraire à l'intérêt de la personne. Qu'est-ce qui se passait avant? Le juge n'était pas tenu. Mais quand la personne faisait un choix, si c'était dans son intérêt, aucun juge ne s'y opposait. Donc vous voyez, à partir d'une règle différente, une solution concrète parfaitement identique. Donc il faut se méfier de la gourmandise de la réforme et de la révolution par le seul effet de la proclamation d'un nouveau texte. Oui? Je vous fais juste une petite attention au temps pour... désolé de vous couper, c'est très très intéressant. Et je vois qu'il est déjà 11h18. Donc, j'en ai pour une dizaine de minutes, ça vous va? Parfait. Alors, le cycle de séminaire porte sa réflexion sur l'impact de la Convention de l'ONU, la Convention internationale des personnes handicapées, CIDPH, et son protocole.
La dite convention a été ratifiée, comme vous le savez, a été intégrée dans notre droit positif. Le défenseur des droits, à l'époque, à la personne de Jacques Toubon, dans son rapport de 2016, bien connu, Protection juridique des personnes vulnérables, s'est référé clairement à la CIDPH. En France, le défenseur des droits, je le rappelle, c'est l'autorité en charge de veiller au suivi de l'application de la Convention, c'est ce qu'on appelle le mécanisme indépendant. Bon. En 2020, ce défenseur des droits a dressé un bilan en demi-teinte des droits des personnes handicapées. En 2016, le défenseur des droits a indiqué justement qu'en droit, au contraire de la Convention, son interprétation par le comité des droits, organisme qui est prévu par la CIDPH, donc, ne s'imposait pas aux États signataires. D'accord ? Toutefois, le défenseur des droits a estimé qu'il y a lieu de suivre ces préconisations. Chacun appréciera. Courant 2014, donc le comité s'est prononcé, vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement français, approuvé par le rapport 2016 de la Cour des comptes sur la protection des majeurs, la protection juridique des majeurs, une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante, a d'abord résisté à l'analyse extensive, que je qualifierais ainsi, du comité des droits de la CIDPH quant à la portée de la Convention. En 2018, nous avons eu le fameux rapport du groupe Anne Caron-Déglise qui a été remis dans la ligne onusienne, si j'ose dire. Il a conduit à des amendements d'un projet qui existait en parallèle de cette mission, qui était sorti en avril 2018. Avec des nuances, le rapport Anne Caron-Déglise a été aussi suivi d'un rapport parlementaire sur les droits fondamentaux du 26 juin 2019 par les députés Abadi et Pradier. Ce rapport a néanmoins été produit lui-même après la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur la production normative en ce domaine et sur la cohérence de l'action, puisqu'on fait des actes, des interventions en silo. Alors, habilité par le gouvernement, par le Parlement, le gouvernement, lui, a révisé des textes qui concernent les majeurs protégés dans le Code de la santé publique et le Code de l'action sociale et des familles par une ordonnance récente du 11 mars 2020, qui est entrée en vigueur le 1er octobre dernier. Alors, il s'agit d'une œuvre qui est sérieusement perfectible, pour le moins, à lire les premières analyses et les applications de la vaccination dans les EHPAD en décembre dernier. Bien. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le législateur a pu parfois céder à ce courant de pensée qui est fondé sur l'article 12, sur tel ou tel aspect, sans l'entériner totalement, loin s'en faut. Il y a une tendance à la déjudiciarisation, c'est-à-dire à se passer du juge, de ses autorisations, de son contrôle. On peut noter un certain recul de ce qu'on appelle la justice gracieuse, celle qui intervient en dehors des contentieux. Les droits de l'homme sont souvent mis en avant, y compris dans le discours politique. Les raisons budgétaires sont fréquemment sous-jacentes et beaucoup moins avouables. Pour l'heure, si la technique de l'assistance a été ouverte en sus de celle de la représentation en habilitation familiale, le législateur n'a pas accueilli la fameuse mesure unique, à base d'assistance principalement, pour faire simple, qui était proposée par le rapport Caron-Déglise. Ce rapport souhaitait supprimer la tutelle, un peu comme le comité, mesure qui incarne la fameuse décision substitutive qui est honnie donc par la CIDPH au sens du comité. On reste donc sur un schéma de droit positif qui comprend différentes techniques pour les incapacités. Sur les aspects internationaux, soulignons qu'il existe, on l'oublie toujours, la Convention de La Haye pour la protection internationale des adultes qui date du 13 janvier 2020, qui est entrée en vigueur en même temps que notre réforme de 2007, et insistons, qui est dédiée à cet objet. C'est une convention pour ça. Elle n'a aucunement envisagé, cette convention, de supprimer la technique de la représentation. On la retrouve même dans nombre de mesures de protection juridique. Mandat de protection future, mandataire spécial en sauvegarde de justice, habilitation familiale. Cette convention internationale, qui lie la France, la convention de La Haye, à ma connaissance, n'a pas été dénoncée à ce jour. Et même la Cour de cassation en a fait application le 27 janvier dernier pour le mandat de protection future. Relevons que son objet est entièrement consacré à la protection juridique des majeurs. Elle ne néglige aucunement la technique de la représentation, ce qui n'est pas le cas, à mon sens, de la CIDPH. Elle n'est pas consacrée à la protection juridique des majeurs. Elle concerne les personnes handicapées, avec une définition, un objet assez large. Passons sur ce détail, mais qui est quand même très important en termes de convention internationale. Relevons néanmoins que toute personne handicapée n'est pas un majeur protégé ou potentiellement à protéger. Par exemple, pour les handicapés sensoriels ou purement physiques, ça ne peut pas déclencher une protection juridique. Il faut cependant tenir compte de situations où vous auriez un polyhandicap, c'est-à-dire avec des répercussions sur les facultés mentales ou l'expression d'une volonté empêchée, pas gênée, empêchée, article 425. Le handicap mental
pourra conduire, si toutes les autres conditions de la protection sont bien évidemment réunies, à la protection. Mais rappelons qu'en lui-même, le handicap n'a pas d'effet automatique pour une mise sous protection. Inversement, tout majeur protégé n'est pas strictement une personne handicapée. Ou alors il faut avoir une définition tellement lâche du handicap qu'il faut supprimer les notions de maladie de grand âge, par exemple. Il demeure que la convention CIDPH, la convention de New York, semble perçue par beaucoup comme traitant des majeurs sous protection juridique. Et le mouvement international est puissant pour l'autonomie des personnes vulnérables dans la critique de l'incapacité. Le Comité des droits a montré sa faveur pour l'autonomie et l'accompagnement, et contre les décisions substitutives, dont la tutelle, et même, ce qu'on oublie parfois trop, la curatelle. Vous l'avez justement dit tout à l'heure. Il a également montré son hostilité de principe pour les soins psychiatriques contraints. Il faudrait quand même qu'on en parle de temps en temps aussi. C'est-à-dire que le changement de paradigme, comme on dit, serait très important. Alors, pour l'ONU, après une visite en 2007, que l'on espère agréable dans ce pays si rude, une envoyée spéciale a dressé un rapport particulièrement sévère sur les droits des personnes handicapées en 2019, sur la situation de la France au regard de la CIDPH, donc Madame Catalina de Vandas Aguilar. Alors, pour le contexte, il faut dire qu'au Costa Rica, dont elle est originaire, des Français venaient de réintroduire la rougeole. Bon, ça peut mettre de mauvaise humeur. Si certains points peuvent être approuvés de ce rapport, bien évidemment, d'autres ne peuvent convaincre un juriste raisonnable, à mon sens. La perception de notre système juridique est surprenante, parfois approximative, pour ne pas dire erronée, ou même fantaisiste. Il en va ainsi, pour ce qui est dénommé, à mon sens, le déni de capacité juridique, devant conduire à réviser notre droit dans cette opinion. Plaidant pour un système de prise de décision accompagné, sans nous expliciter le détail, je vous donne des illustrations. Par exemple, il n'est pas jugé conforme au texte de l'article 12, l'article 414-1, c'est-à-dire le fait qu'on peut annuler un texte parce qu'on n'a pas de consentement. L'article 414-3, le fait qu'une personne qui est avec une altération de ses facultés, en droit français, depuis 50 ans, peut être responsable en termes de responsabilité civile. N'est pas jugé conforme l'article 425 et 428, c'est-à-dire toute la protection juridique. En 2016, j'ai émis personnellement une opinion sur la CIDPH au regard de notre droit national des protections des majeurs. Alors, nul n'est vraiment impartial, car nous sommes tous forgés par nos parcours, nos intérêts, mais cela n'empêche pas, à mon avis, l'autorité qu'on peut avoir quand on a une certaine honnêteté intellectuelle. Il faut donc savoir que je ne suis pas un chaud partisan, vous l'aurez compris, de la réception de la CIDPH, telle qu'analysée extensivement pour notre droit français par le fameux comité. Pour moi, c'est la négation même des régimes de protection. Comprenons-nous bien, il ne s'agit aucunement de nier les besoins légitimes et les aspirations des personnes handicapées et au-delà des personnes vulnérables. Dans l'idéal, il faut bien évidemment rechercher leur bien-être au sens large. En revanche, le changement de paradigme, comme il est dit souvent, ne me paraît pas convaincant. La critique porte sur les mesures incapacitantes, qui est l'expression consacrée. Des pays sont invités à revoir leurs droits. On se demande de quelle autorité d'ailleurs. En Europe, en novembre 2020, l'Allemagne a lancé des débats parlementaires à ce sujet. Revenons au texte de la Convention, le fameux article 12, sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité. L'égalité et la lutte contre les discriminations sont mises en avant donc avec la participation effective des personnes handicapées à promouvoir. Très bien. L'accent est mis sur leur autonomie et la liberté de faire leur propre choix. Très bien. Rappelons qu'il faut veiller à distinguer d'abord personnalité juridique et capacité juridique, comme je l'ai fait précédemment. La reconnaissance de la personnalité juridique est sans nul doute acquise à toute personne humaine serait-elle handicapée. Par principe, la personne handicapée dispose de la capacité juridique. Son handicap en lui-même n'a aucune incidence à ce sujet, n'entraînant automatiquement aucune mesure de protection juridique des majeurs. Comme toute personne mineure, celle handicapée de moins de 18 ans est soumise au statut de la minorité, qui a une incidence sur la capacité juridique. Comme une personne majeure, malade ou âgée, si les conditions légales sont réunies, en revanche, la protection pourra être prononcée, ce qui a une incidence très variable sur la capacité juridique. Alors, si vous le permettez, pour approcher la discussion, je vais juste soulever des interrogations ou faire des remarques. Première chose, il est à mon sens inadmissible que des personnels dans l'assistance sociale ou des établissements d'accueil conditionnent l'hébergement d'une personne vulnérable à la mise en place d'une protection juridique qui n'a pas lieu d'être. La tranquillité de la gestion de certains au mépris des règles n'est absolument pas une excuse valide. Un organe protecteur qui doit veiller aux intérêts de la personne qu'il a en charge doit s'exécuter dans le strict cadre de sa mission et de ses pouvoirs. Il doit donc éviter les conflits d'intérêts avec la personne protégée et il doit être vigilant pour ne pas empiéter sur la sphère d'activité réservée aux majeurs. Quels que soient les pouvoirs qui sont conférés, il faut veiller donc dans la mesure du possible à associer du mieux possible le majeur protégé au fonctionnement de la mesure.
Bien évidemment, il faut tenir compte des contraintes matérielles dans lesquelles s'exercent et s'exerceront toujours les mesures de protection. Mais un système qui a l'air idéal peut échouer lamentablement s'il n'intègre pas ce genre de paramètres. Tout ceci n'est pas toujours affaire de droit, qui serait à réformer. Il existe d'autres systèmes de normativité qui dictent des comportements. Et un minimum d'ailleurs de psychologie est parfois bienvenu. Il ne faut pas croire que le droit dispose d'une baguette magique pour plier les faits récalcitrants à sa convenance. Autre question, peut-on parler de véritable protection des majeurs si l'on autorise au nom de l'égalité formelle une personne à prendre des risques qu'elle devra assumer personnellement, à commettre des erreurs, même lourdes, voire irréversibles, voire à fortement lui nuire? Quelle responsabilité pour celui qui aide, qui soutient, qui accompagne? Parlons des tiers pour finir. Deux domaines. D'abord le patrimoine. Lorsque le majeur agit seul, sans assistance ni représentation, qu'adviendra-t-il en fait si son partenaire estime que le risque d'annulation pèse sur le sort des actes passés en raison d'un consentement défaillant? Est-ce qu'il prendra le risque? Est-ce qu'il fera plutôt de l'abstention? Passons au domaine de la personne. Le domaine des actes personnels ne doit pas exclure la recherche de la sécurité juridique, à mon avis. Doit-on vérifier en amont, c'est une question que je pose, j'ai fait un long article là-dessus, et comment la capacité naturelle afin que le majeur décide un acte strictement personnel ou simplement personnel? Alors, pourquoi? Parce que pour les actes de relative importance, tout du moins ceux qui dépassent les banalités du quotidien, ne faudrait-il pas que le juge soit saisi pour vérifier que pour tel acte, à tel moment, la capacité naturelle du majeur existe bien? Alors, ça peut être utile notamment quand il y a des implications patrimoniales. N'est-ce pas un élément de nature à favoriser la confiance des tiers pouvant traiter l'acte sensu avec un majeur protégé? Imaginez un tiers pouvant engager sa responsabilité s'il se prête à l'acte pour lequel le majeur protégé donne seul son consentement ou pouvant craindre la nullité pour trouble mental. L'autonomie de l'un ne peut pas être vécue en pratique si l'autre n'a pas de certitude sur la sécurité du processus suivi et ses suites. Les résistances ou les contestations pourraient sinon surgir, ou tout du moins polluer la mise en œuvre de ces actes personnels, voire entraîner leur remise en cause. En matière de santé, les textes nouveaux de 2020 laissent place à l'autonomie du majeur par principe. Je fais ça de façon schématique. Qui décidera dans un tel cas qu'il est bien autonome? Est-ce le praticien de la santé, qui court le risque maintenu de responsabilité possible et de difficultés sérieuses de trouver une assurance obligatoire pour exercer son activité? Sera-t-il frileux? La vaccination contre la Covid, me semble-t-il, a été particulièrement instructive. Il ne suffit pas, et j'en conclus là-dessus, je vous demande pardon d'avoir débordé un peu, de proclamer l'autonomie des personnes vulnérables. Il faut se préoccuper de la façon dont elles peuvent la vivre réellement. Protéger l'aptitude, pallier l'inaptitude de la personne. Je vous remercie de votre attention et surtout le moment essentiel est maintenant venu, celui des échanges. Merci beaucoup David Nogueiro, et je crois qu'on peut déjà dire qu'on sera tous d'accord avec vos mots de conclusion sur l'importance de protéger l'autonomie et d'accompagner au maximum. Alors, je n'ai pas l'expression. J'ai mangé votre dernière expression. Protéger l'aptitude et j'ai dit pallier l'inaptitude de la personne. Protéger l'aptitude, pallier l'inaptitude. Alors, on va faire merci aussi alors, pour différentes dimensions. Bien sûr, la dimension très pédagogique de votre intervention, aussi sur les manières de répondre à nos axes de questionnement par petites touches. On y est bien sensible, je crois qu'on y reviendra dans la discussion, notamment pour moi, dire un peu comment votre théorie de la pratique, vous avez pu la formuler aussi sur tous vos mots autour de la sécurité juridique et la manière de voir le social, disons la pensée du droit à travers un prisme quasi holiste que je trouve vraiment important pour la discussion. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui donneront envie de discuter. On va commencer à travers des questions des entre guillemets organisateurs. Donc je vais laisser d'abord la parole à Clotilde Nouette et puis à Fabrice et peut-être à d'autres animateurs. Et puis pour d'autres personnes, si vous souhaitez poser des questions dans le chat ou également prendre un tour de questions dans l'échange, vous pouvez, vous savez, alors écrire dans le chat ou
vous cliquez sur participants et là, vous pouvez lever la main pour dire ah, je voudrais bien poser une question. Voilà. Clotilde, je te laisse la parole.